Monsieur Galusha, fameux guennier décorateur du XVIIIe siècle, a laissé son nom à cette peau tannée et colorée qui habille aussi bien des étuis à lunettes que des commodes. Siècle après siècle, des amoureux de ce cuir ont tenté de le plier aux caprices de la mode. Les années folles avaient fait du Galusha le symbole même du grand chic. Très loin de ce monde de luxe, la raie Pastenague vole dans les eaux du golfe du Bengale. Insouciante et gracieuse, elle ne sait pas que sa peau prendra un jour le nom de Galusha. Dans le village d'Isakapale, 800 familles sont aujourd'hui concernées par la pêche à la raie. Sur cette côte est de l'Inde, ce n'est pourtant pas une pêche traditionnelle. Personne ici ne mange la chair de ce poisson plat. Donc a priori, pas de raison de l'attraper. Mais depuis 2-3 ans, les marailleurs se sont mis à demander de la raie et à en offrir un bon prix. Alors Tataya, comme les autres, a voulu répondre à cette offre incongrue. Déjà, Tataya a dû changer ses habitudes. Au lieu de prendre la mer à l'aube, lui et ses compagnons quittent le village vers 16-17 heures. La raie a bouleversé le train-train d'Isakapale. Ce sont les pêcheurs du village d'à côté qui nous ont fait passer la nouvelle. Ils s'étaient mis à attraper les raies parce que c'était mieux payé que le reste. Et quand on connaît leurs habitudes, on peut les pêcher facilement, ces poissons. Alors nous aussi, on s'y est mis. À cette saison, elle est de taille moyenne. Les plus grandes, celles qu'on a parfois du mal à faire rentrer sur les bateaux, on les pêche plus tard après la mousson. Cet après-midi, ils sont une trentaine à partir. C'est Tataya, le chef d'expédition. Il a rapidement appris à localiser les bons coins. Les pêcheurs fonctionnent en coopérative. Ils mettent tout en commun, le remboursement des bateaux, l'achat des filets et les bénéfices de la pêche. C'est le seul moyen pour ces hommes aux revenus très modestes de ne plus dépendre des grands patrons de pêche. En cette fin d'après-midi, les hommes se contentent de jeter leurs filets. Ils dériveront toute la nuit. Les pêcheurs viendront les retirer demain dans la matinée. Tataya a pris le temps d'apprendre à connaître sa proie. Les raies ne se déplacent pas par bancs, elles vivent par petits groupes dans des eaux peu profondes. Au mois de mars, elles vivent dans cette zone pas très éloignée de la côte. Dans 2-3 mois, on devra aller plus loin. Au fond, on peut voir qu'il y a pas mal de pierres et de rochers. Elles aiment beaucoup ce genre d'endroit. Je ne peux pas dire combien il y en aura, mais c'est sûr que c'est un bon emplacement. On en attrapera tous, c'est sûr.
Isakapale est un village traditionnel du sud de l'Inde où la palme et le béton se mêlent harmonieusement. Au lever du jour, Lachema, la femme de Tataya, se rend au puits. Le puits est le lieu de rencontre privilégié des femmes de pêcheurs. C'est un moment de détente et de bavardage. Ce point d'eau douce creusé dans les dunes est situé à 200 mètres à peine du rivage. Chaque jour, c'est la même chose. Les hommes partent le matin et ne reviennent que le soir. Mon mari a son travail et moi, je m'occupe de la maison et des enfants. C'est comme ça notre vie. Ce matin, Tataya n'est pas mécontent. La pêche est honorable. Chaque bateau remonte entre 4 et 5 raies. Mais on n'attrape pas une raie pastenague comme n'importe quel poisson. Les pêcheurs ont dû s'équiper de nouveaux filets. Ils ont de larges mailles pour piéger ce poisson plat et fort dangereux. Si la raie te frappe avec ça, ce dard, tu peux en mourir. Il faut aller tout de suite à l'hôpital. Il faut toujours enlever le dard quand elle est encore dans le filet. Si on ne fait pas comme ça, on ne peut pas la dégager. Je pense que celle-ci, la petite, on devrait la vendre 1,50 €. Et l'autre, la grande, au moins 4 €. Au mois de janvier, on en a pêché des grosses comme celle-ci. Et même des plus grosses encore. En fin de matinée, les bateaux rentrent au village, mais personne ne les attend. Pas d'acheteurs, pas de grossistes, pas le moindre client en vue. La raie ne se négocie pas aussi simplement que le cabillaud ou la sardine. Personne ici n'a entendu parler du tannage de la peau et encore moins du galucha. Tataya et ses amis ne savent même pas trop ce que leur pêche va devenir. Nous ne savons pas ce qu'ils en font de nos raies. Je crois qu'ils les envoient au Kerala. Là-bas, ils en mangent. C'est tout ce que nous savons. En fait, la seule chose que ces hommes conservent de leurs raies, c'est le dard. Certains, comme Tataya, les collectionnent et d'autres s'en servent pour faire des armes de poing redoutables. Pour les besoins de la raie, le chef du village a fait construire un petit hangar qui abrite un bac réfrigérant. Là, les poissons peuvent attendre tranquillement l'heure de la vente. Une fois les raies mises au frais, Tataya doit se rendre au village pour téléphoner à leur acheteur. C'est un marailleur reconverti, lui aussi, dans la raie pastenague. On a remonté des raies ce matin. On en a pour 45 kilos. Vous venez? Ok, d'accord. En ce moment, la raie se vend mieux que n'importe quel poisson. Tataya en est bien conscient. Il a pu acheter de nouveaux filets sans avoir à s'endetter. Mais malgré ce léger mieux, ce n'est pas encore l'aisance au quotidien. J'arrive tout juste à nourrir ma famille avec ce que je gagne. On n'arrive jamais à mettre de l'argent de côté. Et si on n'y arrive pas, on ne pourra pas donner de dot à nos filles. Je travaille en équipe pour gagner plus d'argent. Parfois, je fais aussi d'autres boulots à droite, à gauche. Comme cela, on arrive à s'en sortir, mais c'est toujours au jour le jour.
Je travaille de temps en temps dans les champs. Ça nous aide pour acheter des vêtements, pour soigner les enfants quand ils sont malades. Mais je ne veux pas que mon fils soit pêcheur, comme mon mari. Je veux qu'il fasse des études. Une demi-heure plus tard, c'est la pesée. Halim, le marailleur, est là. C'est lui qui fixe les prix. Aujourd'hui, il en propose 50 centimes du kilo. Aujourd'hui, on va gagner à peu près 50 €. Pour combien de kilos? Oh là, on a environ 100 kilos. Halim achète dans tous les villages de la région. L'arrêt est devenu son principal business, mais Tataya et ses amis ne le savent pas. Une fois les pêcheurs rentrés chez eux, Halim transporte discrètement les raies dans un endroit isolé qu'il est le seul à connaître. Le commerce de ce poisson est aujourd'hui tellement juteux que tout est devenu top secret. Dans la raie, tout est bon, la chair comme la peau. Halim l'a compris il y a quelque temps, quand des tanneries de Madras lui ont proposé d'en acheter la peau à un prix plus qu'intéressant. Il peut facilement la revendre 4 fois son prix d'achat. Et cela, il n'est pas question que les pêcheurs la prennent. Ce n'est pas très difficile d'enlever la peau. Le plus important, c'est de ne pas l'abîmer. Il faut couper tout en rond, passer le couteau tout autour pour la dégager de la chair. Il faudra ensuite vider le poisson, le couper en deux, puis en morceaux, le laver et le mettre dans le sel. Pour répondre à la demande des tanneries, il a dû trouver un goumesta, un coupeur professionnel. Il est réputé pour écharner les peaux dans les règles de l'art. La première chose que l'on vérifie, c'est que la perle soit en bon état. On veille aussi à ce qu'il n'y ait aucune trace de coupure ou de couteau sur toute la longueur de la peau. Quand on plie le poisson, on peut voir si le grain de la peau est bon, régulièrement granuleux. Il ne doit y avoir aucune trace sur cette grosse perle. La raie pastenag se reconnaît à la perle incrustée au centre de son dos. Il n'y a pas deux perles identiques. C'est l'une des caractéristiques qui rend cette peau si précieuse. Seule la peau est salée et stockée dans cette cabane pendant 3 jours environ. La chair a été rapidement conditionnée pour être expédiée sur la côte ouest de l'Inde, au Kerala. Quelques jours plus tard, la raie entame un parcours qui va la transformer en galucha. Cela commence logiquement par la tannerie. Située à une centaine de kilomètres de la côte, c'est une tannerie traditionnelle qui travaille depuis des siècles les peaux de chèvre et de porc. Elle emploie une vingtaine d'ouvriers. Mais depuis ce nouvel engouement pour la peau des raies pastenag, les ateliers ont dû être réorganisés. 5 ouvriers ont été détachés dans une unité consacrée exclusivement au traitement des peaux de poisson. Shamshuddin s'est pris de passion pour ce nouveau produit. C'est lui désormais le responsable qualité de cette peau. Les yeux fermés, il peut au toucher du grain en reconnaître l'origine. Les peaux viennent d'un peu partout, du Tamil Nadu, d'Andhra Pradesh. Il n'y a pas vraiment d'endroit précis sur cette côte, et en même temps il y en a partout. Mais les plus belles viennent toujours du golfe du Bengale. C'est le patron de la tannerie lui-même, Karim, qui fait le choix définitif des peaux méritant la suite du traitement. Elles doivent être parfaites à chaque étape. Déjà, à ce tout premier stade, Karim va en rejeter près de 10%.
Je regarde surtout s'il n'y a pas de coupure ou de rayures. Et en même temps, on les classe par taille. En ce moment, elles sont plutôt petites. À l'autre bout du monde, dans un village près de Paris, un homme suit de près le travail des tanneurs indiens. Jacques Robin est le plus coté des artisans français en Galusha. Il ne se fournit qu'en Inde, mais il est très pointilleux. Moi, ce que je veux, c'est avoir une peau qui est séchée, salée, bien écharnée, et ensuite que nous, on peut blanchir et préparer, stabiliser avant de l'éteindre. Et là, on a une grande différence de préparation et de facilité de travail. Il y a 15 ans, Jacques fait connaissance avec cette peau de luxe dont le secret de fabrication n'a jamais été dévoilé. Il apprivoise petit à petit ce matériau, apprend à tanner la peau de poisson en Indonésie, travaille avec des Chinois. Tu vois, en les brassant bien comme ça, le pigment il s'éclate bien sur le collagène. Hein. Et là, on commence à avoir la teinte qui prend. Chez lui, il fait de multiples expériences de tannage et découvre enfin comment rendre cette peau rugueuse plus douce que du satin. Et tout cela dans le plus grand secret. Le Galusha est un marché en or, il ne sert qu'à fabriquer du luxe, à combler les caprices de milliardaires avides d'originalité, et qui dit business de luxe dit secret bien gardé. Karim exporte environ la moitié de ses peaux à l'étranger, mais l'autre moitié, il la traite sur place. Les Indiens aussi cherchent à faire fortune avec ces peaux de poisson sans en connaître encore tous les secrets. Là, on est en train de les plonger dans l'acide. Comme elles sont noires, vous voyez, il y a une couche de saleté dessus. Après ce bain, ça va partir. Au bout de 10 minutes, on pourra commencer à les brosser. Pour le brossage, aucune machine ne peut remplacer le travail des hommes. C'est pourtant la phase du traitement des peaux qui demanderait le plus d'assistance technique. C'est un travail pénible. Ça nous brûle les mains et les pieds. Après, on n'a plus de sensation dans les mains. On a les mains engourdies, ankylosées. Après l'acide et le brossage, le Galusha subit encore un plongeon dans la chaux pour devenir blanc comme neige. Karim procède alors au dernier test, celui de l'acidité de la peau. Une fois que les peaux ont enfin reçu leur label de qualité, elles peuvent aller sécher en paix sous le hangar réservé désormais au Galusha. Les peaux, elles sont sèches maintenant. On les décroche au bout de 4 à 5 heures. Vous savez, elles sont tellement dures maintenant qu'on pourrait presque en faire des gilets pare-balles. À Chennai, la nouvelle s'est vite répandue dans le milieu des tanneurs. La peau de raie était le dernier produit à la mode. Elle pouvait se vendre jusqu'à 20 € l'unité. Mais les acheteurs étrangers se montraient exigeants. Ils demandaient une qualité irréprochable. C'était encore difficile de répondre à cette demande de perfection. Sayed Rahman est l'un de ces hommes d'affaires qui tentent de s'imposer sur le marché extérieur. Mais cela peut prendre du temps, alors il a décidé de se lancer dans le Galusha Made in India. Aussitôt dit, aussitôt fait, Sayed Rahman se met à colorer les peaux et commence la production de petites maroquineries. Il est le premier en Inde à tenter cette expérience. On regarde d'abord la douceur de la peau. Les perles doivent être au même niveau. Mais surtout, il ne doit pas y avoir de nuances, d'écart de couleur. Tout doit être bien uniforme. La peau ne doit pas être abîmée, elle doit rester souple. Et bien sûr, il faut que ça brille. C'est la qualité même de la peau qui laisse à désirer au regard des acheteurs étrangers. Elle manque de souplesse et ne peut pas se plier à toutes les fantaisies des créateurs. C'est aussi l'avis de Shankar Babu, l'un des meilleurs tailleurs de Madras.
Cette matière est très dure à travailler. On dirait que l'on coupe de la pierre. Le cuir ordinaire, c'est plus facile, tandis que cette peau de raie, c'est vraiment un autre travail. Vraiment autre chose. Il faudrait inventer des outils spéciaux pour la travailler. Jacques Robin n'a plus ce problème de souplesse, mais il en a bien d'autres à résoudre. C'est une matière qui est vraiment très difficile à travailler à tous les stades, quoi, à couper, à coller. Et en plus, si on l'encolle, elle s'allonge et quand elle sèche, elle se rétracte. Elle reste complètement vivante, même si elle est stabilisée, encollée sur des supports de qualité. Elle subit toujours des chocs thermiques. C'est que des galères tout le temps. C'est bon, Melvin? Ah ouais, ça y est. T'as fini le surfaçage? Ouais, ça y est. Filer des passeports, c'est doux, prêt à polir. Ok. Ça roule. Allez, on va voir. Sayed Rahman sait bien qu'il ne peut pas encore concurrencer Jacques. Alors en attendant, il a pris le parti de créer un second marché où là, il sera le premier et le seul. Cette coupe, cette ligne et cette qualité, vraiment, je pense que nos acheteurs vont aimer et que l'on va avoir pas mal de commandes. Parce que nous sommes beaucoup moins chers que nos concurrents. Ce sac, par exemple, il vaut $50 en Thaïlande. Nous le vendons $25. Moitié moins cher. Vous vous rendez compte? Nous allons dominer le marché asiatique. Pour l'instant, Jacques ne se sent pas menacé par la concurrence. Le plus souvent, on ne fait que des choses particulières, on travaille que sur commande, que sur mesure. On fait beaucoup d'objets un peu extravagants pour des demandes, pour des clients qui sont aussi extravagants et qui ont les moyens de se payer des extravagances. Ça peut passer de l'intérieur d'un jet privé ou à l'intérieur de voitures de très haut prestige, à l'intérieur de bateaux, des meubles de salon, des miroirs gigantesques. On fait beaucoup de choses comme ça et on travaille pour, disons, des grands décorateurs qui ont une très très grande clientèle internationale. Mais la peau, elle ne vaut rien, elle n'a aucune valeur. La valeur, elle est ajoutée par rapport au savoir-faire, à la technique qu'on y apporte et aux produits finis qu'on fait. Et la valeur ajoutée est très importante. La moindre babiole en galucha atteint facilement 7 à 800 €, soit plus de 1000 fois le prix du kilo de raie acheté sur la plage d'Isakapale. Tataya n'imagine pas un seul instant le traitement subi par les raies attrapées dans ses filets. De l'agent mareyeur à l'homme d'affaires, le secret du galucha est bien gardé. Personne n'a intérêt à payer plus cher une matière première qui se vend à prix d'or à l'autre bout du monde. Mais si l'Inde doit un jour être leader sur ce marché de luxe, Tataya et ses compagnons pourront peut-être alors négocier leurs raies à un plus juste prix.